Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. Une nouvelle preview de division aujourd'hui et on part à l'ouest où il y a des choses de nouvelles et non pas rien de nouveau comme dirait Eric Maria Remarque, n'est-ce pas, le célèbre écrivain. Oui, un petit peu de littérature, ça fait toujours du bien, vous êtes bien dans le podcast littérature. la NFC West donc qui va nous occuper aujourd'hui avec les Cardinals, avec les Seahawks, avec les Rams et avec une autre sombre équipe californienne, les 49ers de San Francisco. Je dis ça parce qu'évidemment on a le fan numéro 1 des 49ers chez nous qui est là, c'est mon Seb. Salut Seb, comment ça va? Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Eh bien écoute, je trouve que tout de même que je suis accueilli avec une rare violence. Pour une Et parce fois. que j'ai pas pu me défouler sur les Giants pendant la NFC Est, c'est pour ça. Ah, ouais, c'est... Comment ça, t'as pas pu te défouler? Ah non, et vous étiez pas là, vous étiez tous malades. Oh. Par hasard. Comme par hasard. Tiens, en parlant de NFC Est, notre fan des Giants qui est donc plus malade maintenant, c'est Bertrand. Salut Bertrand, comment tu vas? Bonsoir à tous, bonsoir à tous nos free agents qui ne sont plus free agents depuis qu'ils nous ont rejoints. Eh bien écoute, ça va mieux, période un peu compliquée. Je participe à ma première preview avec vous sur une belle division. Bon, ça aurait été une division de légende si les Giants avaient été dans la NFC West, mais bon, que veux-tu? On ne peut pas Ouais, tout avoir. il va falloir délocaliser un petit peu. Là, il va y avoir quelques milliers de kilomètres à déménager quand même, hein, pour qu'ils soient à l'ouest. C'est Mais sûr. bon, Oui, puis écoutez, on a déjà les Cardinals, on va pas en plus prendre les Giants, hein, on n'est Oui, pas... Oh. On peut pas accueillir toute la misère du monde, hein. On a accueilli notre part. point trop de paillassons dans la division, comme dirait l'autre. Oh. Ça commence fort, hein, ça commence et dans une forme olympique. Et nous avons également Flo qui est avec nous. Salut Flo, comment tu vas? Salut, bonsoir à toutes et à tous. C'est pas la division là, avec le plus de suspense, mais c'est toujours un plaisir de faire une petite preview avec vous. Oui, c'est toujours bien. Alors Bertrand a dit que c'était sa première preview, c'est sa première preview de l'année. Hein. De C'est l'année. toujours le même Bertrand de l'année dernière et tout ça. De toute façon, on trouve pas 50 Bertrand en France non plus. Donc Non, vous doutez bien que c'est le même. c'est pas un prénom courant, en règle Non, générale. surtout pas pour des gens de 20 ans. Alors, Voilà. on commence comme d'habitude par l'ordre inverse du classement de l'année 2023. Seb, il est déjà mort de rire. Alors ça commence bien. Et encore, je vais pas parler d'Arthur et tout, sinon ça va mal finir. 4 victoires, 13 défaites, c'était le bilan des Cardinals de l'Arizona en 2023. Oh, j'ai envie de dire, c'est presque mieux que ce qu'on attendait d'eux. C'est dire si on n'en attendait pas beaucoup l'an dernier. Mais cette fois, Bertrand, on va avoir un Kyler Murray qui sera là dès le début de la saison. Est-ce que ça peut tout changer? Ça peut tout changer parce qu'on a un joueur qui a énormément de choses à prouver en fait. Est-ce qu'au final, on l'a vu énormément sur le terrain, faire des snaps, etc. Non, il a beaucoup été blessé. Alors malheureusement, les croisés, c'est jamais quelque chose de marrant pour un joueur et puis il faut revenir. Mais ce joueur un peu hybride entre coureur et quarterback aura beaucoup à prouver. Et pour une fois, je dirais, du côté de l'Arizona, Monty Ossenfort et le general manager ont bien travaillé pour amener des talents, beaucoup de talents, 12 choix de draft dans les 100 premiers joueurs et également je pense des bonnes sélections au niveau des joueurs et des arrivées pour faire en sorte de lui donner des armes pour contribuer cette année. En parlant d'armes, Flo, il y en a une évidemment qui va être au centre de l'attention de tout le monde, c'est Marvin Harrison Jr. Évidemment, donc on sait qu'il était très attendu. Il a été choisi en 4e position au premier tour par ses Cards. Premier non quarterback Ouais, choisi dans cette draft. Et donc je pense que tous les fans, ce qu'ils vont attendre, c'est de voir est-ce que le fameux Kyler Murray et Marvin Harrison vont pouvoir cliquer. Pour en revenir un peu à leur saison passée, il n'y a pas que du mal au final. Leur jeu de course était quand même le 4e jeu de course de la NFL la saison dernière. James Conner qui nous fait une saison à plus de 2 milliards à la course. Donc est-ce une révélation et pourquoi pas les Cardinals qui vont se trouver une nouvelle identité offensive? Je pense que ce sera intéressant de voir ça la saison prochaine. On a eu, Seb, depuis des années, j'ai envie de dire depuis 2-3 ans, la volonté du côté des Cardinals de reconstruire, de développer des jeunes joueurs.
est-ce que finalement, c'est pas la vraie saison, dans laquelle les Cardinals pourraient commencer à réellement s'exprimer, à exprimer tout leur talent? Espérons-le pour eux, parce que, à titre personnel, pour bien connaître la poule, les Cardinals font partie de ces équipes qui semblent être en perpétuelle reconstruction, à tel point qu'on n'arrive plus à se souvenir quand est-ce que le chantier a commencé. Il faut pas oublier que le coaching staff, la saison dernière, en particulier au poste de head coaching, il était tout nouveau, tout beau. C'est le même la saison passée. Effectivement, comme tu l'avais souligné, Flav, ils ont entamé la saison sans Kyler Murray, qui n'est arrivé, si ma mémoire est bonne, je crois, il n'a pu revenir qu'à la 8e journée. Même 10, je crois, non? C'est pas week 10? Il me semble que ça revient vers la 8, puisque Joshua mi-saison. mi-saison, voilà. Mi-saison, puisque Joshua Dobbs, qui était le titulaire avant son retour, avait été tradé à les Vikings, Minnesota, voilà, aux Vikings, c'est bien ça. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que la saison dernière, en tout début de saison, ils ont un petit peu, alors je vais dire entretenir l'illusion, parce que ils perdent de justesse contre Washington, ils perdent de justesse contre les Giants. Alors, deux clubs qui ne sont pas des grosses cylindrées, d'accord, mais j'ai envie de dire qu'on n'en attendait pas tant de la part d'Arizona. Et puis, ils battent Dallas la saison d'après. Ils s'offrent les Cowboys. Incroyable, 28-16. Alors après, bien sûr, c'est la dégringolade, mais il faut tout de même noter que leurs 4 victoires de la saison passée, si ma mémoire ne me fait pas défaut, ce sont contre des équipes qui ont toutes fait les playoffs, puisqu'il y a Dallas, Atlanta, Pittsburgh et Philadelphie. Atlanta, ils n'ont pas fait les playoffs. Hein. Atlanta n'a pas fait les playoffs. Non. Il peut te le confirmer, tu sais. Il y a 3 clubs sur leurs 4 victoires qui ont fait les playoffs. Oui. Et puis il y avait un autre paillasson. C'était quand même quelque chose d'encourageant. On a un jeu au sol qui n'a pas de raison de moins bien performer que la saison dernière, et Flo l'a rappelé, c'était quand même un jeu au sol qui était top 5. Il y a quelques raisons d'espérer. Après, il y a également leur backfield défensif qui reste très bon, avec notamment les 2 safeties, Buda Baker et Jalen Thompson. Thompson, 4 interceptions la saison dernière, ce n'est pas rien. Mais attention en défense à leur front 7 qui, malgré l'arrivée de Darius Robinson, le rookie, risque de trouver le temps long, parce que c'est 33 sacs réalisés la saison dernière, et c'est pas fifou, hein, vous me passerez l'expression, messieurs. Et puis, c'est une seule saison positive sur les 8 dernières saisons, et le calendrier n'est pas facile non plus pour nos amis des Cardinals, parce qu'ils vont se prendre Buffalo d'entrée de jeu, ils ont bien sûr San Francisco 2 fois, et puis il va falloir aller aussi à Green Bay et Miami, et ça risque de rigoler moyen ces jours-là. Tout à fait. Quelqu'un a quelque chose à ajouter, ou Seb a tout dit? Après, en soi, on sait très bien que c'est une équipe, comme il vient de le dire, au niveau des victoires, qui peut très bien, comment je vais dire ça, par rapport au talent qu'ils ont intrinsèquement sur certains joueurs, faire des coups. Et donc, l'épreuve, c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, sur une longueur de toute une saison, il y a inévitablement, on va dire, le manque de profondeur d'effectifs et le manque de cohésion dans tout ça, avec des absences ou des joueurs qui ne sont pas encore au niveau, qui a fait que la saison s'est déroulée comme elle s'est déroulée. Bon, après, il est certain aussi que la pression que pouvait mettre Arizona au niveau du quarterback, où ils ont été 31e au niveau du pourcentage sur cette statistique-là, n'aide pas. Dès qu'on ne peut pas mettre de pression, inévitablement, on ne peut pas faire en sorte de faire sortir l'attaque adverse. Donc voilà, en plus, ils ont la malchance d'avoir B.J. Ojulari qui s'est blessé, qui était quand même un élément important dans le milieu de la défense, et qui va sûrement manquer durant cette saison pour cette équipe. Voilà, il y a des talents partout. Maintenant, ils sont encore un peu juste sur la ligne offensive dans sa globalité, pour pouvoir prétendre, malgré des fulgurances de Kyler Murray, de droite, de gauche, et surtout d'un jeu un peu fantaisiste comme il a l'habitude de faire, pour pouvoir prétendre, voilà, s'accrocher dans cette division très compliquée. Et puis on va l'aborder avec les 3 autres équipes. Oui, Seb.
un point aussi que l'on n'a pas développé, sur lequel je voudrais revenir. Il y a quelque chose qui va être déterminant pour eux, pour pouvoir imposer cette nouvelle identité offensive dont Flo nous parlait. Kyler Murray peut-il jouer 17 matchs? Parce que jusqu'ici, ça n'a pas été le cas. Je crois que sa saison la plus longue, c'est 14 rencontres en 2021. Oui, c'est bien ça. 11 en 2022. 8 matchs joués en 2023. Ça aussi, ça va être déterminant. Si Murray peut rester en bonne santé tout le long de la saison, pardon, ça peut augurer de bonnes choses et de bases qui peuvent se poser. Mais malheureusement, s'il continue sur des saisons tronquées, ça va être compliqué pour ce club. Après, ils ont eu le nez fin sur Marquise Hollywood Brown de s'en séparer. Bon, après, il y a une histoire de contrat, etc., parce qu'il, lui, s'est blessé là récemment. Et donc, ça va pas être, entre guillemets, une perte pour eux. Mais juste un petit élément en plus, au niveau des running backs, c'est le prometteur Trey Benson, qui a une très bonne cote parmi les insiders américains, qui en parle et qui pourrait être justement un bon complément à James Conner. Ils pourront compter sur lui pour avoir amassé les yards nécessaires en attaque. Très bien. Est-ce que, en une seconde, est-ce que vous les voyez à plus de 4 victoires sans les mettre dans le classement? On fera la prédiction à la fin. Mieux que l'an dernier, plus de 4 victoires, Bertrand, oui ou non? Moi, je pense que oui, parce que petit à petit, ils se font le nettoyage et puis ils essayent d'avoir une certaine cohésion d'équipe avec des jeunes. Après, il faudra voir, comme l'a dit Seb, la bonne santé de Kyler Murray et si effectivement, ce qu'on attend de la connexion entre lui et Marvin Harrison peut se faire pour avoir au moins plus de victoires. Maintenant, plus de 4, allez, on va monter à 6 éventuellement, mais pas plus. Les personnes âgées de ce podcast ne m'écoutent pas, alors on va voir que la jeunesse m'écoute. En un mot, Flo, oui ou non, plus de 4 victoires? Non, pas plus de 4 victoires. Très bien. Seb, oui ou non? Avec Kyler Murray toute la saison, peut-être. Les Sans vieux, lui. ils n'y arrivent pas. C'est dur. C'est mieux, c'est quand même plus concis. Très bien, c'est parfait, vous êtes parfait. On passe aux Seahawks de Seattle, les Seahawks qui ont été longtemps l'an dernier dans la course pour les playoffs. Ils ont terminé avec un bilan positif, 3e de division, 9 victoires et 8 défaites. Un bilan plutôt honorable, mais cette année, Flo, c'est un petit peu la page blanche, au moins au niveau du coaching, puisqu'on dit adieu aux années Pete Carroll. Exactement, Pete Carroll qui a été remercié après 14 années passées avec les Seahawks tout de même. C'est Mike McDonald donc, qui sera le nouveau head coach la saison prochaine. Qui vient sera comme donc, il est. Exactement, très belle référence. À 37 ans, donc, il sera le plus jeune head coach de la NFL. Et donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était l'ancien coordinateur défensif des Ravens, qui, je pense, était la saison dernière une des meilleures défenses de la ligue. Voilà, tout à fait. Et donc Mike McDonald qui aura fort à faire avec Seb, toujours un petit peu ce questionnement autour de Geno Smith, le quarterback. Est-ce que on peut retrouver le Geno Smith de la saison 2022 ou est-ce que finalement ce Geno Smith de la saison 2022 c'était dû à l'influence de Dave Canales qui maintenant est parti et qu'on va retrouver un Geno Smith mi-figue mi-raisin si j'ose dire? Bien malin, qui pourra le prédire. Toi t'es malin, vas-y. Malin, finot, tout au plus. Finot. Je suis finot, tout au plus. Et pas un simple flic. Voilà. Après, Geno Smith, il a pas été épargné par les blessures non plus la saison dernière, comme d'ailleurs tous les playmakers de cette escouade offensive de Seattle. DK Metcalf également, il y a eu droit. Très compliqué de savoir ce que l'on aura encore avec Geno Smith. Et j'ai envie de croire qu'il va retrouver le niveau de 2022. Après, tout n'est pas entre ses mains, loin de là. Il n'est pas seul. On a surtout une défense que l'on attend avec un meilleur niveau encore que la saison dernière, sachant que sur la ligne défensive, la blessure de Jordan Brooks qui pourrait être absent en début de saison va pas faciliter les choses. Bobby Wagner qui reste un pilier de la défense mais qui ne rajeunit pas. L'attaque, elle va compter sur sa triplette Smith, Metcalf, Walker III.
Mais on a aussi un souci sur un jeu au sol qu'on va qualifier de suspect, hein, faute de mieux, classé 28e la saison dernière. Ça risque d'être un petit peu compliqué pour eux. On avait historiquement, Bertrand, une défense très forte. Je vais pas rappeler la Legion of Boom, etc., chez les Seahawks. L'an dernier, ça a été un petit peu plus compliqué. À l'inverse, on a quand même l'impression qu'on a en attaque maintenant des armes. Je pense à DK Metcalf, à Tyler Lockett. Ça fait partie des corps de receveurs extrêmement solides dans la NFL. Ah oui, oui, c'est là solide pour le coup. C'est d'ailleurs, on s'est toujours posé la question comment Pete Carroll n'a pas pu, on va dire, se ressortir toute la quintessence de ces deux joueurs avec Geno Smith tout au long de ces années. Donc après, force est de constater que McDonald va devoir justement, même si c'est un coordinateur défensif, trouver, on va dire, avec son coordinateur offensif, je veux dire, toute une palette de jeux pour pouvoir faire ressortir le meilleur de ces deux joueurs. Avec Jackson Smith-Njigba également, qui lui aussi était un jeune qui est plus rookie, ou peut-être sophomore, peut-être même c'est sa 3e année, de mémoire, je ne sais plus bien. Mais on va dire qu'il va falloir trouver toute une alchimie entre tous ces joueurs. Moi, je veux juste revenir sur une chose, c'est par rapport à Smith. Faut savoir que c'est quand même le 4e quarterback, meilleur quarterback pour éviter les sacs sur les pressions cette année. Donc, en fait, en soi, c'est un très très bon joueur. Il serait, je pense, d'ailleurs apprécié dans plein de franchises. Regardez mon regard, c'est du côté de la NFC Est, qui l'accueillerait à bras ouverts. D'ailleurs, il est passé par là. On voit pas ton regard, tu n'as pas la caméra. Ah ben oui, voilà, tu vois. Mais en fait, tout ça pour dire qu'au final, je pense qu'avec un renouveau de coach comme ça, et avec une franchise au niveau de la ligne offensive, avec un Charles Cross, lui aussi venant récemment de la draft, et Daken Tomlinson, il y a les armes nécessaires aujourd'hui pour pouvoir développer du jeu. Et bien mieux que malheureusement ce qui pouvait être fait auparavant avec Pete Carroll, qui était peut-être encore trop dans ses idées, pas à l'ancienne, mais tout du moins dans des schémas qui étaient beaucoup trop refermés et pas assez inventifs en tout cas. Alors j'ai juste une précision parce que Seb a parlé de Bobby Wagner. Il est parti chez les Commanders. Commanders, Bobby Autant pour Wagner. moi. Ah bah tant mieux. Mais au moins comme ça, tu disais qu'on avait des doutes. Au moins on n'a plus de doutes. Il apportera rien cette année. Voilà, au moins, voilà. Du moins pas aussi Hawks. Ah, pas aussi Hawks en tout cas, ça c'est sûr. Ça, c'est certain. On Alors. souhaite qu'il apporte quelque chose aux Commanders, parce que je pense que c'est le but. Effectivement, il n'apportera pas aux petits Hawks, autant pour moi. Il n'y a pas de souci. 13 saisons quand même dans la ligue pour Bobby Wagner qui commence à se faire un peu vieux. Par contre, justement, je voulais juste en complément te dire que c'était ils avaient fait venir également, en tant que coordinateur offensif, un ancien de l'université de Washington, Ryan Groom, et qui justement, pour le coup, lui a eu des très bons résultats tout au long de ses années universitaires. Et je pense qu'il est là pour rebooster un peu l'attaque, parce que bon, quand on voit justement au niveau du pourcentage de touchdown en red zone, ils étaient quand même 26e sur 32. On voit bien qu'il y avait quand même un gros souci à ce niveau-là en attaque. Je t'ai pas entendu, Seb, sur le changement de coach. T'en attends quelque chose, toi, de McDonald? Moi, je veux bien entendre que Pete Carroll était peut-être un peu trop dans son logiciel habituel. Après, c'est quand même pas facile de virer un coach qui a terminé 9-8. Voilà. Prends des risques. Il y a quand même un risque. Et si ça se passait mal cette saison, le public de Seattle pourrait bien en vouloir au front office. Je veux bien entendre que Pete Carroll était âgé, que l'efficacité attendue n'était peut-être plus là, mais ils ont quand même viré un coach qui, certes, a loupé le coche des playoffs la saison dernière, et encore de pas grand-chose. Ça c'est quand même, si je puis m'exprimer ainsi, méchamment tiré la bourre avec les Rams pendant toute la saison dans cette poule, et puis qui a quand même fini avec déjà un bilan positif, et très exactement le même bilan que la saison précédente. Seule différence, les playoffs n'étaient pas là. Bon, alors, je ne légitime pas ce qui s'est passé. Je ne dis pas que c'est bien. J'essaye de trouver par rapport à la situation et l'embauche de McDonald les espoirs par rapport à cette saison. Non, même à 9-8, Seattle, il termine 29e contre la passe et 31e contre la course. Non, mais j'entends bien. C'est parce que je sous-entendais, Bertrand, pas du tout. Ce que vraiment je voulais dire, c'est que si la saison prochaine, ça marche pas du tout. Allez, on prend le pire des scénarios. Ils finissent en fond de poule.
derrière Arizona. C'est vous dire si je noircis le tableau, hein, là, quand même. Ouais, c'est clair. Mike McDonald, il y a du monde qui va demander sa tête, hein, à Seattle. Ah non, mais ça c'est sûr. On Il y a sait un vrai, que il y a en un plus vrai risque. le Lumen Field Stadium, c'est le 12e homme. C'est sûr que ça va pas prendre beaucoup de patience. Et puis surtout, il y a une chose pour McDonald qui est vraiment une grosse différence par rapport à Pete Carroll, c'est que lui, à 37 ans, il devient le plus jeune entraîneur et coach de la ligue, alors que Pete Carroll était le plus âgé. Donc on va sûrement dire qu'il a manqué d'expérience. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous croyez que son surnom, Mike McDonald, c'est Big Mike? Voilà. Oui, je Alors, pense. Voilà. Ça c'est fait. Et depuis quand l'âge de quelqu'un, c'est une raison pour le virer? Regardez, nous, notre boss chez TF1, il est très âgé et on le garde quand même. C'est vrai. C'est vrai. On l'envoie même en voyage par-delà le monde. Vous découvrirez ça bientôt. Après Martine et les différents voyages, il y aura Charles et ses pérégrinations mondiales. C'est quoi Mais cette discrimination anti-vieux là? C'est vrai. nous Hein, c'est n'en horrible. disons pas plus. Vous découvrirez ça très prochainement. Restez branchés sur les antennes de TF1. Nous continuons avec, c'est quoi maintenant? Ah oui, les Les Rams Rams, de Los ouais. Angeles. C'est bien, en période olympique et paralympique, on va sortir les Rams. Alors, 10-7 Oh là. pour Los Angeles l'an dernier. C'est un festival ce soir. Ah, le niveau est très élevé. Hein. Attends, c'est une forme olympique. 10-7 pour les Rams l'an dernier. J'ai envie de dire, Flo, des Rams qu'on n'attendait peut-être pas à un aussi bon niveau l'année dernière. Totalement. Pour moi, les Rams, c'est une des équipes surprises de la saison dernière. Avec celui qui représente le mieux, c'est Puka Nacua, qui est une très bonne pioche et qui nous fait quand même une très grosse saison. Au niveau de ses chiffres, c'est quand même plus de 1400 yards en réception. C'est quatrième meilleur receveur en yards atteints à la passe de la ligue, tout de même. Après cette bonne saison et cette défaite tout de même d'un point face aux Lions en wildcard, je pense que le message était clair, c'était de renforcer la défense. On le sait, après malheureusement la retraite de la légende des Rams, Aaron Donald, on y récupère deux cornerbacks de très bon niveau. Donc, Tredavious White qui vient des Bills et Darius Williams qui vient des Jaguars. Et en plus de ça, il récupère le safety Cameron Curl des Commanders. Donc je trouve que ça leur fait une belle amélioration de la défense. Avec en plus donc au niveau du premier choix de la draft, au premier tour pardon, au 19e choix, ils récupèrent Jared Verse, le linebacker. Je pense qu'on peut attendre une bonne saison de confirmation des Rams la saison prochaine. Justement, la saison de confirmation, c'est souvent Seb, ce qui pose problème. Faire une très bonne saison, ça arrive. Confirmer en NFL, c'est souvent le plus compliqué. On avait très souvent réduit les Rams au couple Matthew Stafford-Cooper Kupp. L'an dernier, on a eu l'émergence de Puka Nacua, évidemment, mais aussi de Kyren Williams au niveau du jeu de course. C'est maintenant ou jamais qu'il va falloir confirmer. C'est maintenant ou jamais qu'il va falloir confirmer, d'autant que la saison dernière, il faut le rappeler, les Rams ont connu en quelque sorte 2 saisons en une. On a eu vraiment une première partie de saison jusqu'à la week 9 qui était vraiment en dents de scie. Avant leur bye week, qui était week 10, ils étaient à 3 victoires, 6 défaites. Et après leur bye week, ils ont passé la surmultipliée, puisqu'ils ne connaissent la défaite qu'une seule fois en 8 matchs, et encore en overtime à Baltimore, 31-37. C'est quand même pas rien à ce moment-là de la saison. Donc on a vraiment eu un club à 2 visages au cours de cette saison. Effectivement, il y a ces talents qui ont émergé. Alors voilà, Puka Nacua qui fait une saison extraordinaire à 1486 yards, 105 réceptions. Et puis Kyren Williams, voilà, un jeu au sol retrouvé avec 1144 yards et puis surtout 12 touchdowns au sol. Et on parlait de Cooper Kupp qui est revenu d'une blessure très très grave et qui s'en est pas si mal sorti que ça, hein, avec 59 réceptions et 737 yards. Alors, il est clair que l'émergence de Puka Nacua était telle qu'il était compliqué pour lui de prétendre jouer à nouveau les premiers rôles, ou du moins de prétendre au même niveau de jeu que par le passé. Néanmoins, sa prestation, elle a été plus qu'honorable, et il faut souhaiter pour les Rams qu'ils puissent maintenir ce niveau afin que ce club effectivement puisse franchir le step dont ils ont besoin pour pouvoir, qui sait, s'arroger la première place de la poule. Sean McVay a un vrai talent, c'est de réussir à composer avec les joueurs qu'il a.
en fait. Et on a parlé de la retraite d'Aaron Donald. C'est vrai que ça va être vraiment le point central de cette défense. Alors, ils se sont renforcés lors de la draft en faisant venir 2 defensive linemen, Jared Verse et Braden Fiske. Il y a Kobe Turner qui est là avec 9 sacs. Est-ce que ça suffira pour remplacer Aaron Donald? Un peu trop tôt pour le dire. Je suis pas sûr qu'on puisse remplacer Aaron Donald, mais je compte sur Sean McVay pour réussir à tirer parti de cet effectif. Alors, Bertrand, la question suivante, c'est Seb qui vient de te la poser. Peut-on remplacer Aaron Donald? Non, on ne peut pas remplacer Aaron Donald pour la simple et bonne raison qu'on était sur un joueur globalement comme on en voit rarement dans le monde superstar. C'est un joueur qui était capable justement d'attirer 2 gardes sur lui, enfin un tackle et un garde pour faire une prise à 2 et donc libérer de l'espace pour les autres pour mettre de la pression sur le quarterback adverse. Donc ça, c'est un élément qui va manquer inévitablement dans le pass rush. C'est certain. Après, comme l'a dit Seb, effectivement, les choix très judicieux, voire même excellents de Jared Verse, par exemple, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est sûr que lui peut apporter tout de suite. Il est NFL ready au niveau de son niveau, donc globalement, il va pouvoir contribuer. Mais de toute façon, je dirais, c'est moi ma plus belle surprise de la division, d'ailleurs, durant cette intersaison, et par rapport à ce qu'ils ont fait les dernières, les Rams, pour moi, ils ont fait justement par l'intermédiaire de Sean McVay, des choix judicieux, des ajouts qui le sont encore plus, avec même si après ils prennent un risque avec Tredavious White qui a très peu joué du côté des Bills à cause de blessures, mais l'arrivée de Cameron Curl, par exemple, pour moi, c'est également un très bon choix parce qu'il a eu de très bons résultats. Même chose Boston Scott, qui est dans son registre un coureur assez puissant, qui surtout l'a utilisé pour les touchdowns. Voilà, si je fais globalement une petite revue d'effectifs comme ça, tout est bien équilibré et on sent que l'équipe va quelque part et elle sait où elle va et c'est justement la grosse différence avec justement Sean McVay et par rapport à d'autres coachs. Donc, je pense que c'est vraiment une équipe bien équilibrée et qui risque d'être surprenante. Voilà. Seb, tu voulais rien ajouter. Je ne savais pas si tu levais la main ou pas. Bertrand, il a tout dit. Il a tout dit. Bah, moi, ça me flingue quand même de me dire que quelqu'un avec une aussi belle analyse peut supporter les Giants. Tu vois, Mais c'est fou, hein. Mais tu sais, je suis comme quoi l'amour rend aveugle. Je suis objectif sur les Giants. Je suis le premier à dire que c'est bon. Voilà, c'est. Mais t'as des qualités d'analyse que vous, mais voilà. Non, mais t'as des qualités d'analyse. Il faut les mettre au service d'un bon choix. La preuve, regarde, mon analyse va me faire dire aussi que Kyren Williams fait une très très bonne saison, mais que Sean McVay s'est dit il porte trop le ballon, on va développer un peu plus, et ils ont fait un choix également avec Blake Corum qui a montré d'ailleurs sur ses premiers matchs de pré-saison et un peu avant que globalement c'est un très bon choix aussi. Donc en plus ils vont faire un trident à la course qui va être aussi très difficile pour les défenses adverses à contenir. Franchement, je vois bien avec notre ami, notre ancien Lion, Matthew Stafford, pour le coup, faire une très bonne saison en espérant que les 36 ans de Matthew Stafford ne pèsent pas trop et qu'il fasse une très bonne saison comme il a eu en 2023 avec ses plus de 3600 yards à la passe. Les Rams qui d'ailleurs avaient perdu de justesse face aux Lions lors du premier tour de playoff, ça s'était pas joué à grand-chose pour le retour entre Stafford et Jared Goff qui avaient été tous les deux échangés entre Lions et Rams il y a quelques saisons de cela. On passe aux 49ers parce qu'il faut bien qu'on y arrive, hein, on peut bien qu'on en parle. Alors, 12 victoires, 5 défaites, les champions en titre de la NFC West. Et encore, j'ai envie de dire, c'est un bilan un peu en trompe-l'œil parce qu'on rappelle que sur ces 5 défaites, il y en a eu, je crois, c'était 3 de suite quand Deebo Samuel et Trent Williams aussi étaient pas là, je crois, à ce moment-là, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, enfin, Deebo, c'est sûr, était pas là. Il y a eu 3 défaites de suite, donc c'est vraiment, c'est un bilan qui aurait pu être encore meilleur. Ils tournent autour, les 49ers, ils tournent autour du Super Bowl, ils tournent autour de la victoire au Super Bowl depuis de nombreuses saisons. Flo, la question elle est simple et on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Est-ce que cette saison 2024 est la bonne pour les 49ers ? Justement, c'est la question. Je pense qu'ils cherchent depuis pas mal d'années.
Je répondrais même pas besoin de détails au niveau de, La vérité du terrain. ouais, d'une petite chose que je préciserai après. Mais je pense qu'ils ont toutes les armes pour faire encore une très très grosse saison. C'est peut-être l'une des meilleures attaques de la NFL. La saison dernière encore, c'était la quatrième attaque à la passe, troisième attaque à la course. Christian McCaffrey, qui fait une saison exceptionnelle avec quasiment 1500 yards à la course et en combinant avec plus de 500 yards à la passe. Brock Purdy qui fait une très grosse saison également. Brandon Ayuk de même, plus de 300 yards. George Kittle qui est, je pense, le deuxième meilleur tight end de la ligue. Donc Le sincèrement, avec meilleur. tous ces points, ou le meilleur, c'est à discuter avec Kelsey sur les goûts, les Kelsey, couleurs. Kelsey a dit que George Kittle était le meilleur et George Plus Kittle a complet, dit je que pense. Kelsey était le meilleur. Donc bon, Ouais, c'est voilà. pas- Et donc en plus de cette très très bonne attaque, ils ont aussi une top défense, malgré avoir perdu Chase Young et Arik Armstead qui est parti chez les Jags et Young qui est parti donc chez les Saints. Ils gardent quand même une très 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 bon bonne. choix. Euh, En linebacker, donc on a toujours Fred Warner et Dre Greenlow, pardon. Évidemment, la machine Nick Bosa et le defensive tackle Jeff Hargrave. Donc pour la défense à la course, pour agresser le quarterback, je pense qu'on a quand même pas mieux dans la ligue. Bertrand, je vais laisser Seb parler en dernier, évidemment, parce que bon, une Évidemment. fois qu'on sera lancé, Ah, sinon non, on non, non, en a non, pour on une ne minute. le laisse pas parler. Il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il sera pas objectif, donc c'est non. Moi, peu objectif sur San Francisco. Je m'offusque. Oui, c'est Je, vrai. je m'offusque à mort. Parce que nous avons fait plusieurs podcasts sur San Francisco l'an dernier. Tu as toujours été objectif, il est vrai là-dessus. Tiens, d'ailleurs, en parlant de San Francisco, on en profite pour saluer les copains du Faithful Podcast aussi qui viennent régulièrement nous voir et pour saluer tous les comptes français des Rams, des Cardinals et des Seahawks de Seattle qui étaient aussi venus nous rendre visite pendant le live Thanksgiving. Donc voilà, on salue tous ceux qui, comme d'habitude, font vivre leurs franchises respectives sur les réseaux sociaux en français. Mon cher Bertrand, cette saison des 49ers, Flo disait, c'est peut-être la meilleure attaque, c'est peut-être la meilleure défense de la ligue. Est-ce que c'est la meilleure attaque et la meilleure défense de la ligue? Bah, pour moi, en soi, oui. Je vais dire que c'est pour moi l'équipe la plus complète au final. Alors après, les Toujours histoires Brandon de... Ayuk. Oui, ils ont toujours Brandon Ayuk. Bon, après, c'est sûr que cette histoire avec Brandon Ayuk, c'est un peu le grain de sable qui peut toujours, on va dire, dans une équipe, foutre le bordel. Hein, excusez-moi du terme, Mettre le mais bazar. globalement, Mettre le bazar. voilà, ou mettre le bazar. Et au final, il faut pas grand-chose pour déstabiliser une équipe, même avec 53 joueurs. On sait que c'est un sport vraiment d'équipe pour le coup, collectif, et ça se joue à peu de choses. Mais en soi, oui, cette équipe est vraiment pour moi la plus complète. On peut toujours discuter avec les Chiefs, avec une autre franchise éventuellement, mais cette défaite au Super Bowl, pour moi, elle se joue à tellement peu de choses. Le dernier Super Bowl, ça se joue sur une dernière action bon, mais c'est vrai que c'est l'épine un peu dans la chaussure de Kyle Shanahan. On lui reproche toujours de planter, alors que parfois il a des points nécessaires pour pouvoir maintenir le match. Et puis bon, tout ça part à volo. Mais en soi, on pourrait parler des heures de chaque joueur et justement montrer leurs qualités, ou tout du moins tout le panel qu'ils ont en attaque ou en défense. Voilà, on les connaît tous. On sait très bien que cette équipe, elle est hyper complète. Maintenant, évidemment, il va falloir réussir enfin à passer ce syndrome de la défaite Super Bowl et réussir enfin à ne pas se faire attraper à chaque fois. Mais au-delà de ça, on sait très bien où ils vont arriver cette année. Voilà. C'est marrant parce que quand j'ai préparé l'émission, je me suis dit, tiens, je vais poser ces deux questions-là et on va voir si l'enchaînement que j'avais prévu, je vais pouvoir le faire. Eh ben, je vais pouvoir le faire parce que vous avez dit exactement ce que je voulais et c'est ça qui est beau dans cette équipe. On a parlé pendant 5 minutes des 49ers de San Francisco et je crois, si ma mémoire est bonne, qu'à aucun moment le nom de Brock Purdy n'a été prononcé. Et c'est quand même, non mais c'est symptomatique de cette équipe qui est tellement... Tu vois, on a tendance à commencer toujours par le quarterback sur les autres équipes. Avec les 49ers de San Francisco, on a cette tendance à parler de tout ce qu'il y a autour de Brock Purdy sans jamais
trop parlé de Brock Purdy. Et c'est ce qui fait dire à ses détracteurs que tu mettrais n'importe qui au milieu, derrière l'attaque, ça ferait la même chose. Ce qui est faux, hein, on le sait tous. Brock Purdy est quelqu'un de très talentueux. Mais c'est marrant quand même, Seb, cette faculté à, je vais presque dire, à gommer le quarterback. Et je vais poser ma deuxième question en même temps. Qu'est-ce qui rend pour toi les 49ers plus forts cette année que l'an dernier? Alors, c'est ce que le point que tu as levé est très juste. Moi, j'appelle ça un problème de riche. Hein, donc, voilà. Je ne vais pas m'en plaindre. Là, effectivement, c'est un problème de riche. Qu'est-ce qu'il fait qu'ils sont plus forts que la saison dernière? Eh bien, je pense que, notamment, malgré les départs de Eric Armstead et de Chase Young, je pense que ce sont 2 départs qui ne vont pas tant que ça impacter la production défensive. Alors attention, Eric Armstead, c'est pas un joueur qu'on remplace facilement, mais j'ai suffisamment confiance en ce qui a été mis en place les années précédentes pour que ça ne devienne pas un talon d'Achille. Moi, pour le moment... Comme Aaron Rodgers. Voilà, par exemple. Oh mon Dieu, c'est affreux. Cette blague est affreuse. Moi, les 2 points qui m'inquiètent en ce moment, c'est les psychodrames Brandon Ayuk et Trent Williams. Voilà, Ayuk, on ne sait pas. J'ai l'impression que à chaque jour, il y a une nouvelle avancée ou une nouvelle régression. Ayuk, en fait, il a envie de jouer dans une équipe aussi forte ou meilleure que les 49ers, sauf ils entendent dire les 49ers ou les Chiefs, hein, grosso modo, mais avec le prix que lui a décidé de gagner, que les autres ne sont pas décidés à mettre. Alors, les équipes qui veulent bien mettre le prix, c'est pas les Chiefs ou les 49ers. Ouais, et en même temps, ceux qui veulent bien mettre le prix, ça intéresse pas Brandon Ayuk. Donc, ça va finir par tout ça pour ça. Un match ado about nothing, comme disait Shakespeare. Oui, voilà, ça va être tout ça pour signer à San Francisco en week 2. Enfin, c'est comme ça que ça va se passer. Là, on a vu là il y a pas très très longtemps le contrat énorme à Dallas qu'a signé CeeDee Lamb. Mais j'apprécie énormément Brandon Ayuk, mais vous me ferez pas dire que Brandon Ayuk est un CeeDee Lamb, quoi. Et le problème, c'est que Dallas, eux, ils ont signé leur receveur 1. Brandon Ayuk, jusqu'à preuve de contraire, Deebo Samuel est devant. Donc, voilà, on va dire c'est un et une fois de plus, c'est pas un et demi. Voilà, c'est un 1 bis, un prime. Voilà, c'est le système des 49ers n'a pas en soi chez Kyle Shanahan, il n'y a pas de receveur numéro 1. C'est un schéma complexe où tout le monde est utilisé d'une certaine manière pour performer et apporter dans son équipe. Donc, en fait, il a eu la chance d'avoir des talents dans ses joueurs qui font qu'il s'en approche du receveur numéro 1. Mais c'est sûr que tu enlèves Brandon Ayuk, tu auras moins de production par rapport au schéma de jeu, pas par rapport au talent individuel du joueur, mais par rapport à ce qu'il apporte, justement. Mais malheureusement, on n'est pas sur un Justin Jefferson, ni un... non. Voilà, c'est une entité globale qui réussit. Mais sans lui, ça sera moins fort malgré tout. Voilà, moi, pour le moment, c'est vraiment les 2 points qui me chagrinent. Et puis, le deuxième point, mais là aussi, c'est un problème de riche. Je ne sais pas si vous avez regardé le calendrier, mais disons que passer la semaine 5, allez, 6, ça devient quand même assez violent. Mais alors, le truc, c'est que en fait, on a dit de toutes les autres équipes... Ah bah oui, mais là, ils vont affronter les 49ers, donc sous-entendu, ça va mal se passer pour eux. Je rappelle que, et ça, c'est une stat qui est absolument incroyable, les 49ers sont la seule équipe depuis les 6 ou 7 dernières saisons, il faudrait vérifier la stat, qui sont donnés favoris par les bookmakers à toutes leurs rencontres pour cette saison 2024. Ils sont favoris pour tous les matchs de la saison. C'est quand même quelque chose, y compris contre les Chiefs. Voilà, c'est assez fou quand on voit ce qui arrive après la semaine 6. Et Kansas City, il y a Dallas, alors les 2 à domicile.
Semaine 11, il y a Seattle. 12, il faut aller à Green Bay. 13, il faut aller à Buffalo. Semaine 16, il faut aller à Miami. Semaine 17, il faut recevoir Détroit. Voilà. No sleep. Ça, c'est le calendrier de la NFL qui fait comme ça, où Oui, tout à fait. par rapport aux positions, il se tape les meilleures équipes des autres divisions. Ouais, Et tout à ça, fait. malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, s'ils ont la prétention de vouloir gagner le Super Bowl, il faudra gagner contre ces équipes-là, même en saison régulière. C'est bien pour ça, mon cher Bertrand, que je parle là aussi d'un problème de riche. Il y a quand même quelques écueils qu'il va falloir passer. Je pense notamment que si le club ne peut pas battre Kansas City ou ne peut pas battre Détroit en saison régulière, ça va être compliqué de parler de Super Bowl. Puis, une fois de plus, là aussi, je vais vous dire que c'est un problème de riche. Ben, moi, je suis quelque part déçu par mon club parce que ça fait 3 fois en 5 ans qu'on peut, qu'on peut seal the deal, hein, voilà, qu'on peut signer en bas et puis appuyer fort, il y a du carbone, et on n'y arrive pas, le stylo tombe en panne. Bon, c'est quand même pas de bol à ce moment-là de plus avoir d'encre. Donc j'attends de voir. Je suis toujours très 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 circonspect chaque saison. Déjà, la saison dernière, je pensais que les insiders NFL et les experts voyaient les 49ers beaucoup trop beaux. Je me suis en partie trompé. J'attends vraiment de voir cette saison. C'est le calendrier dans son ensemble qui me fait peur, pas tant la concurrence dans la poule. Et encore, je suis toujours extrêmement méfiant vis-à-vis des Rams et même des Seahawks. Très bien. La dernière fois qu'il y a eu un Super Bowl à la Nouvelle-Orléans, c'était en 2013. C'était avec les 49ers de San Francisco qui affrontaient les Ravens de Baltimore dans le fameux Hard Bowl à l'époque. La question, mon cher Seb, c'est est-ce que cette fois, si les 49ers retournent au Super Bowl à la Nouvelle-Orléans, il y aura du courant pendant tout le match? Eh bien, écoute, s'il le faut, j'irai personnellement pédaler dans Alors, le cadre du pour rien Super Bowl. Pour rien vous cacher, hein, on m'a proposé, voilà, mon boss m'a dit peut-être qu'un jour je t'emmènerai au Super Bowl à la Nouvelle-Orléans. Voilà. Bon, bah ce sera peut-être pour pédaler, pour qu'il y ait du courant. Ça se trouve, hein. Comme disait la chanson, un jour j'irai au Super Bowl avec toi. Un jour j'irai à Tahiti. C'est là Voilà. que je vivrai ma meilleure vie, comme dirait Céline. Et oui, tout à fait. Et tiens d'ailleurs, la dernière fois qu'il y a eu un Super Bowl à la Nouvelle-Orléans, qui était le MVP du Super Bowl? Attention. Ray Lewis? Non. Joe Elite Flacco. Mais oui, oui. mais oui. Eh oui, bien sûr. C'était ton vieux Joe, c'est Eh vrai. oui, c'est ce bon vieux Joe. Joe qui n'avait pas pris de taxi à ce moment-là. Alors, face au Il est temps qu'on Belle termine, référence. il va falloir aller se coucher, monsieur. Hein. Ça va être long. Tiens, en parlant de prédiction, n'oubliez pas le live Twitch qui sera le mercredi, ça doit être le 4 septembre si je dis pas de bêtises, mercredi 4 septembre à 21h avec Mathieu Van Boll notamment, on viendra faire nos prédictions sur comme l'an dernier, qui sera champion, qui sera au Super Bowl, qui sera champion de division, bref, tout ça. Oui, c'est Et surtout, chers auditeurs, chers abonnés, n'oubliez pas, prenez des notes. ne croyez pas nos pronostics. Ah oui, non, allez-y, mettez pas votre 1 euro là-dessus. ne pas en notre faveur. Hein. À la rigueur, mettez 1 euro sur l'inverse. À la rigueur, mais c'est l'historique plaide pas pour nous, ça c'est clair. Ça c'est absolument certain. C'est juste un moyen de passer un bon moment avant le début de la saison. C'est juste ça. Voilà, ce sera à 21h en direct sur Twitch le mercredi 4 septembre. Les prédictions, votre classement de la NFC West 2024, de la dernière à la première place. Bon, de la première à la dernière, on va faire plutôt Bertrand. 49ers, Rams. Seahawks, Cardinals. En fait, il a repris le 2023. Bah écoute, Seahawks, Cardinals, ouais, je pense qu'on reste là-dessus. C'est bien. Flo. Eh ben écoute, c'est exactement le même. Très bien. 49ers, Rams, Seahawks et Cardinals. Très bien. Seb. Alors, je vais partir exactement sur la même configuration que mes collègues, même si j'ai beaucoup hésité entre les places de 2 et 3, entre Seattle et les Rams. Je reste sur ma confiance en Sean McVay. Très bien. Est-ce que l'un de vous a une prédiction un peu folle pour ce... Oui, Seb. Kyler Murray fait 17 matchs et il lance 4 milliards. Oh là, Ouh là là. Vraiment, il est fou. Les Rams passent un premier tour de playoff et ouais. Non, mais on a dit une prédiction audacieuse, tu les mets au Super Bowl pour que ce soit un peu audacieux. Voilà. Non, finale conférence. Au moins. Ouais, finale de conférence.
Ouais. Finale de conf des Rams, c'est une belle cote. Hein. Vous pouvez y aller. C'est pas mal. Flo, t'en as une ou pas? Ouais, pour moi, c'était un peu comme ce que j'ai pu dire pour les 49ers. Pour moi, c'est leur saison. Ça y est, c'est la bonne. D'accord, Seb, donc est en super. train de Donc le 49ers champion. Yeah, exactement. Très bien. Et ben moi, ça va être sur les 49ers aussi, mais ça va être sur un joueur dont on n'a pas beaucoup parlé, Christian McCaffrey, MVP. Ah, là, J'y c'est fou. ai pensé aussi. J'y ai Ça pensé. concorde avec ce que j'ai dit, fois- c'est très bien. Cette J'ai envie de fois- dire, c'est fifou. Oui, parce que on sait que c'est la prime au quarterback, mais je me dis s'il refait la même saison, déjà l'an dernier, il y avait une pression pour qu'il soit éventuellement élu MVP. S'il en fait 2 de suite comme ça, je pense que la pression va finir par avoir raison du contingent de quarterback, quelles que soient les performances des quarterbacks. Bon, sauf si Mahomes nous sort une saison à 10 milliards, hein, évidemment, là, on aura du mal à rivaliser. Mais sinon, je pense que ce sera, voilà. On va tenter un McCaffrey, même si Kyle Shanahan a dit qu'il l'utiliserait peut-être un peu moins que l'an dernier, mais bon, il nous avait sorti la même chose l'an dernier, et puis on a vu le On résultat. connaît. Donc, on connaît le bonhomme. On le fréquente, oui. Oui, voilà. Oui, c'est de la flûte. Cher Kyle Shanahan est un joueur de flûte. Les rendez-vous sur TF1, on se retrouve quand samedi matin pour parler de l'AFC West, la division des champions, des Chiefs de Kansas City notamment, et aussi des Broncos de Denver notamment. Oui. Et les Oui, Chargers. et des Précisez Chargers, quand même. et des Raiders. Bref, il y a de tout Ouais, dans cette tout. division. Hein. Il y a à boire et à manger, mais il n'y a pas que du bon. Hein, moi, je vous le dis. Alors, on a aussi un rendez-vous. Si vous écoutez ce podcast très tôt jeudi, sachez qu'à 9h30 du matin, on fera un live Twitch pour commenter le match entre la France et le Mexique en championnat du monde de flag football. Les Français sont en quart de finale. Les Françaises, elles, sont en 8e de finale contre l'Espagne à 8h15. Donc, si vous avez envie de regarder un peu de flag football et d'en entendre parler, eh bien, c'est le moment. Et on nous rappelle également 2 choses. La première, c'est que vous pouvez prendre vos places pour aller voir les Mousquetaires de Paris samedi en play-off au stade du Hainaut à Valenciennes. Ce sera contre les Munich Ravens. Les places sont à 15 €, donc il y a vraiment des prix par rapport à ce qui se faisait à Jean-Bouin vraiment en dessous. Donc allez-y, prenez vos places et venez dans le Nord. Vous allez voir, on est sympathique, hein, Bertrand, c'est vrai qu'on est sympathique. Oh là là, il y a des bonnes bières, ils vont s'éclater. Puis vous allez avoir des frites, c'est merveilleux. Et si jamais vous n'avez pas 15 € ou que vous avez envie de tenter votre chance, il y a un petit jeu concours jusqu'à jeudi soir sur les plateformes de TF1 pour gagner 2 fois 2 places pour le match justement des Paris Musketeers contre les Munich Ravens. Il suffit de liker les posts qui ont été faits, de suivre The Free Agent et le compte des Mousquetaires de Paris. Le tirage au sort a lieu jeudi à 17h. Voilà pour tous les rendez-vous. Ça a été complet. Et puis n'oubliez pas Très d'écouter bien. aussi les podcasts WNBA, NBA et tous les autres sports, bien évidemment, sur TF1. On se retrouve donc du coup samedi pour parler de la FC West. D'ici là, lisez les articles sur le site, téléchargez l'application si c'est pas fait, venez nous rejoindre sur Discord si c'est pas fait, et on se dit à très vite sur TF1. Salut tout le monde. Ciao, bye. Ciao, bonne soirée. Ciao, bye bye.